À quoi ressemblera le lundi de Pentecôte? À la sortie des bureaux ce soir, certains employés ou salariés annoncent ce qu'ils feront de ce jour de solidarité. La confusion est totale entre grève RTT et jours travaillés. À chacun son lundi. Benoît XVI brûle les étapes et accélère la procédure de béatification de Jean-Paul II, supprimant la règle traditionnelle du délai de 5 ans. Avant peut-être la canonisation, reste à prouver qu'il y a eu au moins 1 ou 2 miracles. Le vendredi 13, un jour faste pour les joueurs, semble-t-il. Les Français, en tout cas, misent bien davantage au loto ce jour-là. C'est ce qu'indique une enquête de l'INSEE. Vendredi 13, une date porte-bonheur. Fabien Barthez ne pourra participer à aucun des derniers matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Sa sanction a été alourdie jusqu'au 15 octobre au minimum si le gardien de l'OM fait des activités d'intérêt général. Et puis, hommage unanime après la disparition d'Eddie Barclay. Au-delà des clichés, il a révolutionné le monde des variétés. C'est lui qui le premier a cru aux 45 tours. C'est lui aussi qui a eu le flair et le talent de découvrir tant d'artistes, de Brel à Dalida, de Ferré à Aznavour. Il aimait la musique, les femmes et la fête. Une figure de légende. Madame, Monsieur, bonsoir. Que ferez-vous lundi de Pentecôte pour cette journée de solidarité? Serez-vous au travail, au bureau, à RTT, en grève ou en vacances? Tous ces cas de figure existent, une mosaïque de situations avec toujours une grande confusion. Alors, à titre d'exemple, voyons ce que disent ces employés, ces salariés. Reviendront-ils lundi travailler ou non? Reportage à la Défense, Yvan Martinet, José Boulestex. Dernier coup de chiffon avant le week-end, mais au fait, un week-end de 2 ou 3 jours. Dans cette station de nettoyage auto, tous les salariés seront à pied d'œuvre lundi, enfin s'ils le peuvent. J'habite à 65 km d'ici, c'est des transports, je serai là. Peut-être en retard, c'est possible. Si on n'a pas du tout, je pense pas venir. Samir, au niveau de l'horaire, ça a bientôt terminé? Quant au directeur de cette société, lundi, lui aussi sera présent, mais sans enthousiasme. Travailler lundi de Pentecôte, ok, pour aider nos anciens suite à la canicule. On pourrait peut-être davantage responsabiliser peut-être le peuple français par rapport à leurs anciens. Et peut-être que surtaxer légèrement l'ISF, ce ne serait pas une mauvaise idée. Enfin, je pense. Qu'ils soient pour ou contre l'abrogation de ce jour férié, entreprises et salariés ont dû s'y adapter. Ma société est en RTT. Enfin, c'est un RTT obligatoire. Est-ce que vous allez travailler pour ce lundi de Pentecôte? Lundi, non. Non? Non, ils nous ont pris un jour d'RTT. Pas le choix. Pas le choix. Moi, à partir du moment où on me dit de travailler, je travaille. Et sur le principe, vous êtes pour ou contre? Je suis contre. Forcé de travailler ou contraint de poser une RTT, bref, une belle pagaille. Illustration de cette cacophonie, cette brasserie où serveurs et patrons ne sont pas d'accord. Les lundis nous sont fermés, mais j'aurais bien préféré travailler pour cette journée de solidarité, mais mon patron a décidé autrement. Vous auriez préféré travailler? Moi, j'aurais préféré travailler, mais comme c'est lui le patron, c'est lui qui décide. Du coup, week-end. Week-end. Stop. Seule certitude donc, d'ici lundi, nous sommes bel et bien en week-end. Et à la RATP, la direction annonce, malgré les préavis de grève de 7 syndicats, que le service sera normal, celui d'un jour ouvrable. En province, dans les transports en commun, des préavis de grève ont été déposés dans quelques 90 villes. Qu'en est-il des petites communes? Nous verrons. En tout cas, dans un village de la Loire, c'est le maire qui fait de la résistance. Après avoir publié un arrêté qui conservait lundi comme un jour férié chômé, le tribunal administratif a tranché. Les employés municipaux devront travailler. Virginie Fichet, Olivier Jacquelin. Dans le bras de fer entamé par le maire de la Ricamarie, les 180 employés municipaux ont choisi leur champion. Car ici, le premier magistrat de la commune souhaite que le lundi de Pentecôte reste férié et dans les services, ça ne déplaît à personne. Moi, je trouve que c'est une bonne décision parce que je pense pas que c'est une journée de repos qui va aider les personnes âgées. S'il n'avait pas pris cette décision, certains de nous avaient décidé de ne pas venir travailler. Car la lutte est bien politique. Dans son arrêté, le maire communiste vise explicitement une mesure qu'il considère comme inefficace et injuste. Je considère que la décision du gouvernement de faire financer par les seuls salariés une journée de solidarité était anormale. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cet arrêté et considéré que le personnel, le lundi de Pentecôte, sera en congé. À la demande du préfet de la Loire, le tribunal administratif s'est prononcé et a suspendu l'arrêté municipal. Même si le maire gère l'organisation de ses services, il doit le faire en conformité avec la loi. Or, elle prévoit que le lundi de Pentecôte sera travaillé dans les collectivités territoriales et les services de l'État.
Il y a une question d'équité, puisque les autres services fonctionnent, pas de raison qu'à Marine on ne fonctionne pas. Et puis c'est surtout quand même une question de respect de la loi, surtout lorsqu'il s'agit d'un maire qui est chargé lui-même de faire respecter la loi sur le territoire de sa commune. Le maire a l'intention de faire appel et de toute façon, lundi, ces services ne fonctionneront pas. Même s'il n'applique pas la décision de justice, il ne peut être sanctionné. Une lacune juridique, le droit non plus, ne prévoit pas toujours tout. Du côté de la santé maintenant, en confusion des mots d'ordre, là aussi MG France recommande à ses médecins généralistes de fermer leur cabinet ou de demander les honoraires d'un jour férié. Deux autres syndicats en revanche se prononcent pour la normale. Chez les infirmières, ce lundi de Pentecôte sera-t-il rémunéré comme un jour ordinaire? Exemple au cas par cas, en tout cas pour celles qui travaillent dans le secteur libéral et qui font des soins à domicile, elles factureront le supplément jour férié, comme le montre ce reportage à Nantes de Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Pour Suzanne, 95 ans, jour férié ou pas, il faut des soins. Aussi, chaque jour, matin et soir, elle reçoit la visite d'une infirmière. Des soins pour mon diabète et puis des soins hygiéniques aussi, parce qu'il y a des soins que je ne peux pas faire moi-même. Lundi prochain, Françoise Bott appliquera un supplément de 7,62 € pour ses actes. Car aucun texte réglementaire n'a remis en cause la notion de jour férié. Mais ce lundi, elle n'assurera que les urgences et les soins réguliers. Comme tous les jours fériés, il y a un tour de garde, comme tous les dimanches. Il y a une infirmière qui travaille sur les 3 et qui fera le travail habituel d'un dimanche ou d'un lundi férié. Aux yeux de la sécurité sociale, tout est affaire d'éthique. Une journée travaillée normalement ne peut justifier un supplément, mais s'il y a une garde, tout est différent. Jour ordinaire, tarif ordinaire, jour férié avec seulement les urgences, majoration pour jour férié. Très simple, c'est là que c'est une question d'éthique et je fais confiance à chaque infirmière et à chaque professionnel de santé pour appliquer cette règle-là en son âme et conscience. Quant à la notion de solidarité nationale, Françoise Bott n'a pas d'état d'âme. Avec des semaines de travail atteignant les 100 heures, elle estime faire plus que son métier. Il faut dire que les infirmières libérales sont habituées à donner de leur temps aux personnes âgées et aux personnes handicapées régulièrement et on n'a pas attendu cette journée de solidarité pour être solidaire. Le remboursement de ce supplément sera assuré si la visite rentre dans le cadre d'une urgence ou d'un soin régulier. Enfin, pour clore ce chapitre, ce sondage qui montre clairement qu'une majorité de Français est contre le maintien de cette journée de solidarité. 68% des personnes interrogées le disent. 30% considèrent en revanche que le gouvernement doit persister, doit garder le cap. Sondage de CSA Le Parisien paru aujourd'hui. L'affaire des régulateurs de vitesse, dont un certain nombre de conducteurs se disent victimes, réunis en collectif, ils en appellent au gouvernement. Ils veulent obtenir de Renault le retrait et la vérification de ces voitures. Actuellement, des expertises indépendantes sont en cours. Céline Crespi, Bruno Timsit. J'ai voulu freiner, puis j'ai vu que la pédale de frein ne répondait pas. Donc j'ai bien baissé la tête pour vérifier que j'appuyais sur la bonne pédale et puis la pédale était dure et impossible de l'enclencher. À chaque fois le même scénario, un régulateur de vitesse qui se bloque, une voiture incontrôlable et l'accident. Aujourd'hui, plusieurs victimes ont décidé de se réunir en collectif. Leur but, en appeler au gouvernement pour faire plier Renault, le constructeur des véhicules incriminés. J'attends de Renault qu'il désactive l'ensemble des régulateurs de vitesse qui équipent ses véhicules neufs et qu'il rappelle l'ensemble de sa flotte parce que les régulateurs de vitesse sont le vecteur des accidents de la circulation. 40 cas d'accidents impliquant des régulateurs ont été reconnus par Renault. 7 procédures judiciaires sont en cours. À la fin du mois, des expertises indépendantes livreront leurs conclusions. De son côté, Renault a mené sa propre enquête et nie toute responsabilité. Si nous avions trouvé un problème technique, j'aurais été le plus ravi, j'aurais rappelé. Parce que cela aurait été simple. Le problème technique, nous l'aurions traité. Je le répète, nous n'avons pas de problèmes techniques sur le régulateur de vitesse. Au ministère des Transports, des groupes de travail étudient le dossier. Mais pour les victimes, il faut agir vite. Au nom du principe de précaution, 500 000 véhicules Renault équipés de régulateurs de vitesse roulent actuellement en France. Justice avec la suite du procès de pédophilie d'Angers, une semaine où les principaux accusés ont commencé à passer aux aveux. Aujourd'hui comparaissait l'assistante sociale, cette mère de famille accusée de ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles commises sur ses propres enfants. Compte rendu d'audience, François Privat, Alain Darigrand.
Je n'ai rien vu. En sanglots, Karine Raoult explique qu'elle avait confiance en son ex-mari durant la garde alternée. Quand l'une de ses filles se plaint du bas-ventre, le médecin qui l'examine ne décèle aucune trace d'agression sexuelle. Lorsque l'aîné souffre d'incontinence nocturne, le pédopsychiatre explique cela par le divorce de ses parents. C'est pas parce qu'on est maman qu'on voit tout, on n'est pas censé tout savoir et puis je crois que c'est tellement inimaginable. On ne peut pas imaginer que ces enfants soient pris là-dedans. Moi, il y avait un père qui était correct, qui me disait s'occuper bien des enfants et c'est vrai que la confiance, je ne pensais pas qu'il allait trahir cette confiance. Après 6 mois et demi de prison, accusée de viol et de complicité de proxénétisme, Karine Raoult a bénéficié d'un non-lieu. Elle répond aujourd'hui de non-dénonciation d'agression sexuelle. En fin d'audience, le président Maréchal se fait incisif. Votre ex-mari vous avait signalé les faits. 15 jours avant son arrestation, répond alors l'accusé. En plus, il me parlait devant les enfants. On ne peut pas ignorer quand même qu'elle a fréquenté peu ou prou l'entourage de son mari. Elle est poursuivie pour non-dénonciation. Elle a toujours maintenu les mêmes déclarations. On n'a pas beaucoup avancé. Cultivé, s'exprimant avec aisance, ce personnage atypique du procès sort épuisé de 2 heures d'interrogatoire. Avec une satisfaction, son ex-mari a reconnu les viols de leurs 2 fillettes. Concernant l'accident mortel de la skieuse Régine Cavagnon en Autriche en 2001, le jugement a été mis en délibéré au 13 juin. Les plaidoiries de la défense demandent la relaxe de l'entraîneur et du starter. Quant au parquet, il a requis 4 à 6 mois de prison avec sursis. La profanation du cimetière de Sarreguemines dimanche dernier, une 60aine de stèles du cimetière juif avaient été renversées. Eh bien, ce sont de jeunes garçons de 12 et 14 ans qui ont avoué. Ils ont agi, disent-ils, par bêtise. Au Vatican, les choses ne traînent pas. Le nouveau pape entend accélérer la procédure en béatification de Jean-Paul II, marchepied avant la canonisation. Benoît XVI brûle les étapes en ce jour symbolique marquant le 24e anniversaire de la tentative d'assassinat de Jean-Paul II. Florence Bouquia. Avec l'annonce faite par son successeur, Jean-Paul II pulvérise un record. Son procès en béatification débute 42 jours après sa mort, au lieu des 5 ans traditionnellement respectés par l'Église. C'est ce que le pape Benoît XVI a déclaré ce matin lors d'une rencontre avec le clergé de Rome. Une annonce longuement applaudie. Elle reflète aussi la volonté du peuple. Santo subito, saint tout de suite, demandait déjà la foule, place Saint-Pierre, lors des funérailles de Jean-Paul II. La nouvelle de l'ouverture du procès en béatification de Jean-Paul II s'est répandue très vite, place Saint-Pierre. Fantastique, non? Le Vlassin tout de suite. C'est trop tôt. Les gens sont encore très éprouvés émotionnellement. Même si je sais que le pape Jean-Paul II était un grand homme. Jean-Paul II lui-même a béatifié 2 papes le même jour. Jean XXIII, 38 ans après sa mort. Pie IX, lui, a dû attendre, 123 ans. Le pape va faire une entorse à la règle pour Mère Teresa. Il lance son procès en béatification en 1999, 2 ans seulement après sa mort. On est en train de constater dans l'Église catholique une dérive que je qualifie d'idolâtrique sur la personne de Jean-Paul II, qui tend aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'image, au niveau de la mise en scène, à prendre la place de Jésus-Christ. Ce qui me paraît très très grave, et je considère que le théologien qui est Benoît XVI devrait y regarder de près avant de se lancer dans de telles entreprises. Il faudra sans doute plusieurs années pour que Jean-Paul II soit béatifié, et la preuve d'un miracle de cet enfant leucémique qui lui est attribué au Mexique. Des rumeurs de profanation du Coran par des soldats américains ont provoqué de très violentes manifestations en Afghanistan. Et en ce jour de prière, des démonstrations anti-américaines ont touché plusieurs pays du monde arabe. Tout est parti en fait des déclarations d'anciens détenus de Guantanamo qui affirmaient que le Coran avait été souillé pendant leur détention. Nos envoyés spéciaux en Afghanistan, Dorothée Oliéric et Jean-François Renoux, ont rencontré un ex-prisonnier qui lui aussi fait part d'actes de profanation. C'est à Jalalabad que la protestation a commencé. Ils étaient des milliers à crier des slogans anti-américains comme « Mort à l'Amérique » ou « Mort à Bush ». La foule était en colère, une colère qui s'est étendue à 10 provinces afghanes en 3 jours et qui a fait 14 morts et une centaine de blessés. Les Américains ont insulté notre Coran. Ils l'ont jeté dans les toilettes et ils ont fait d'autres choses, pire encore. Un Coran jeté dans les toilettes de la prison de Guantanamo. L'information vient de l'hebdomadaire Newsweek qui a mené l'enquête sur la base américaine de Cuba
où sont toujours détenus quelques 500 prisonniers. Pour l'heure, aucune preuve sur la véracité de cet incident, mais nous avons pu recueillir auprès d'un ancien prisonnier de Guantanamo un témoignage du même ordre. Shahzada a été libéré le 21 avril. Nous l'avons interviewé la semaine dernière à Kandahar, dans le sud afghan. Il a passé 3 ans et demi de détention à Guantanamo et il évoque le même type de profanation. À Guantanamo, ils ont écrit sur un Coran « Fuck you » en anglais. Allez vous faire foutre. Pour les Américains, c'est quelque chose de normal, d'habituel. Pour nous, quand un mécréant touche au Coran, on ne lui pardonne jamais. J'aurais préféré mourir que de subir leurs humiliations. À l'issue de la grande prière de ce vendredi, des milliers de musulmans sont descendus dans les rues pour protester contre cette affaire de profanation. Ici à Gaza ou encore au Pakistan, en Irak, en Indonésie, les mêmes cris d'indignation. L'intervention de Condoleezza Rice dès hier soir n'a pas apaisé les esprits. Un manque de respect pour le Coran est pour nous tous quelque chose d'odieux. Les autorités militaires vont faire une enquête et si les faits sont prouvés, nous prendrons des mesures adéquates. Avec ce nouveau scandale autour de Guantanamo, la rue s'embrase dans tous les pays arabes et réclame des excuses officielles de Washington. Climat insurrectionnel en Ouzbékistan. Dans cet ancien pays soviétique, des dizaines d'hommes en armes ont pris d'assaut une prison, libérant des centaines de prisonniers. Dans cette république d'Asie centrale, le président, soutenu par Moscou, règne sans partage depuis 15 ans sur le pays. Des milliers de manifestants réclament sa démission et un peu de démocratie. Ce soir, les autorités affirment qu'elles contrôlent la situation. Dominique Derda. À la télévision ouzbek, aucune image des violences qui se déroulent dans l'est du pays. Les médias ici sont à la botte du pouvoir et le pouvoir ne badine pas avec l'opposition, surtout quand elle relève la tête. Pour tenter d'imaginer ce qui se passe à Andijan, seules ces photos qu'une agence de presse étrangère est parvenue à transmettre. Devant le siège de l'administration, la foule réclame la démission du président ouzbek. À l'intérieur du bâtiment, plusieurs dizaines d'insurgés. La nuit dernière, ils ont pris d'assaut une garnison, volé des armes, des munitions. Puis ils ont investi la prison et libéré des centaines de détenus. Les combats auraient fait une dizaine de morts. À la mi-journée, les négociations s'engagent, mais très vite elles tournent court. Et l'on apprend ce soir que la plupart des insurgés seraient parvenus à s'enfuir. Direction la Kirghizie voisine. Arrestations arbitraires, disparitions, tortures, le régime d'Islam Karimov n'a rien d'une démocratie. Sous prétexte de lutter contre les mouvements islamistes, il écrase toute velléité de contestation. Or, l'économie est au plus bas, la corruption généralisée, une terre bénie des dieux pour les prédicateurs fondamentalistes qui voient chaque jour grossir les rangs de leurs partisans. Et comme chaque soir, nos pensées vont à Florence Aubenas et à son guide du Senanoun, enlevé en Irak il y a 128 jours maintenant. Charles Pasqua, une nouvelle fois, récuse d'avoir touché des pots de vin du régime de Saddam Hussein dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture de l'ONU. C'est aujourd'hui un rapport du Sénat américain qui l'accuse de corruption. Charles Pasqua considère en fait que c'est la France et l'ONU qui sont dans le collimateur. Frédéric Rotard. Il y a 10 ans, pour éviter que les Irakiens ne souffrent trop de l'embargo imposé au régime de Saddam Hussein, l'ONU autorise ce qu'elle appelle le programme Pétrole contre nourriture. Bagdad est autorisé à vendre son pétrole, mais uniquement pour acheter des vivres et des médicaments. Mais cette mesure humanitaire, Saddam Hussein va la transformer à son profit et à celui de ses amis étrangers. Ceux-ci reçoivent des bons de pétrole, les revendent sur le marché international et empochent des commissions. À la chute de Saddam Hussein, la CIA met la main sur des listings compromettants, publiés quelque temps plus tard dans le journal arabe Al-Mada. C'est dans ces listings que la commission d'enquête américaine a pointé le nom de Charles Pasqua. Les deux sénateurs, Coleman et Levin, estiment qu'au total, l'ancien ministre de l'Intérieur aurait touché des pots de vin provenant de la vente de 11 millions de barils de pétrole irakien. Charles Pasqua a toujours démenti, mais cette fois, il crie au complot. Est-ce qu'on cherche à viser Jacques Chirac à travers ça me paraît évident. Peut-être aussi que ceux qui pensent, à travers moi, atteindre Jacques Chirac, ignorent que la nature de nos relations a changé. Bernard Guillet, l'ancien conseiller diplomatique de Charles Pasqua, vient d'être mis en examen par la justice française dans un dossier de blanchiment d'argent provenant du pétrole irakien. Charles Pasqua pourrait donc connaître le même sort, ainsi qu'un autre homme d'affaires français, Patrick Maugin, très lié à Jacques Chirac. Charles Pasqua affirme de son côté qu'il veut se défendre, coûte que coûte, contre ces nouvelles accusations.
Dans 2 semaines, à l'heure qu'il est, la campagne pour le référendum sera terminée. Les jeux ne sont toujours pas faits, si on en croit les sondages. Le dernier en date donne un léger avantage au oui, avec 52% contre 48% pour le non. Le nombre d'indécis est toujours élevé, 27% disent n'avoir pas encore choisi. Sondage Sofres pour Le Monde RTL. Sachez par ailleurs que le Conseil d'État vient de rejeter le recours déposé par des parlementaires de gauche opposés à la Constitution. Ils dénonçaient une propagande d'État en faveur du oui. La polémique du jour avec les déclarations de Jacques Delors qui ont suscité un certain émoi au point d'obliger l'ex-président de la Commission européenne à faire un démenti. Il avait affirmé qu'un plan B n'était pas totalement à exclure en cas de victoire du non, même s'il faudrait beaucoup de temps. Cet argument qui était en fait le fer de lance des anticonstitutions, sûr qu'il y avait une alternative au traité, est tombé à pic pendant 24 heures chez les Fabusiens et les autres. Commentaires et réactions, Jean-Paul Chapelle, Jeff Wittenberg. Pas question pour Jacques Delors de retourner sa veste. Il a toujours dit oui à l'Europe, il le redit aujourd'hui. Mais il a surpris tout le monde en évoquant hier une hypothèse, renégocier le traité si le non l'emporte. Le devoir de vérité impose de dire qu'il peut y avoir un plan B. Démenti formel ce soir de Jacques Delors qui dit avoir été mal compris. J'ai simplement voulu dire par là que je ne voulais pas que le débat se résume de la manière suivante. Le traité actuel, c'est la potion magique. Le non au traité, c'est pour refuser un passeport pour l'enfer. Je refuse cela, comme toujours. Je veux être nuancé, dialoguer avec tout le monde. Qui pourrait me le reprocher? Je suis obligé aujourd'hui de dire les choses d'une manière simple. Vive le plan A, il n'y a pas de plan B. Ce matin, avant le démenti de Jacques Delors, le camp du non jubilé et remercié cet allié inattendu. Ça enlève un des principaux arguments aux partisans du oui qui sont en train d'essayer d'impressionner depuis des semaines et des mois même les Français en leur disant si vous ne dites pas oui, si vous ne vous soumettez pas, nous allons dans l'impasse parce qu'on ne pourra pas renégocier. Mais ce soir, la direction du Parti socialiste est soulagée. Dans le camp du oui, on n'en démord pas, il n'y a pas de traité de secours. Ça voudrait dire qu'il existerait un traité constitutionnel bis dans un coin et qu'on attendrait que la France dise non pour en sortir un autre. Ce n'est pas du tout réaliste. Pas réaliste non plus ce fameux plan B pour Valéry Giscard d'Estaing qui l'écarte avec ironie. Il ne faut pas dire des absurdités. Franchement, non, franchement, il ne faut pas dire des absurdités. On est un pays raisonnable, il ne faut pas dire n'importe quoi. Plan A, plan B, la polémique semble retomber provisoirement. Aucun texte européen n'est suffisamment précis pour départager les uns et les autres. Quant à Jean-Marie Le Pen, il continue de faire une campagne discrète pour le non. Il y est entré le dernier et les meetings sont au compte-gouttes à ce jour du référendum. Pour le leader du Front National, seul le résultat compte. Arnaud Boutet, Olivier Robert. À Caen, il ne remplit pas le Zénith, mais le salon d'un hôtel. À la santé des amoureux. Sa visite ne réunit qu'une 60aine de militants. Une simple réunion de famille, cela fait le bonheur de Jean-Marie Le Pen. Ils boivent encore du champagne. Allez, salauds. C'est sa seule sortie en province de toute la semaine et certains osent dire que la campagne reste trop discrète. Et aujourd'hui, vous trouvez qu'il fait une campagne assez active ou vous aimeriez le voir plus souvent sur le terrain? Moi, je préférais le voir plus souvent sur le terrain. L'intéressé donne une raison. Les meetings sont hors de prix. Les salles, ça atteint des chiffres. Vous avez de l'argent? Mais comment? 5 millions pour toute la France? Mais les 800 000 euros par parti? 5, oui, ça fait 5 millions. Pour toute la France, c'est rien du tout. C'est cheap. Selon l'un de ses collaborateurs, les frais de campagne sont loin d'être épuisés. Mais Jean-Marie Le Pen préfère ceci. France Info, l'invité. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. À 77 ans, il privilégie les interventions médias. Bonsoir Monsieur Le Pen. Audience assurée sans le risque d'une salle à moitié vide. Car le 1er mai, le Front National n'a attiré que 3200 militants, beaucoup moins que les années précédentes. Quel que soit le lieu, il cogne sur la Constitution. Et si le oui l'emporte, Jean-Marie Le Pen n'y va pas par 4 chemins. Eh bien, je vous le dis, nous sommes mûrs pour l'esclavage, c'est tout. Tôt ou tard, et comme esclaves, on fait plutôt moins bien que les Chinois. On n'aura pas droit au même bol de riz. Face aux concurrents, Jean-Marie Le Pen ne cherche pas à devenir le champion du non. Il se réserve pour 2007, la présidentielle, et il attend confiant.
Et comme chaque soir, un éclairage sur la Constitution avec le dossier brûlant des délocalisations. Si l'on lit le traité, le mot même de délocalisation n'est pas mentionné. Un vide dénoncé par les tenants du non. Ceux qui défendent le oui parient, eux, sur l'harmonisation et la force de l'union. Stéphane Despinois. Vénitieux, été 2004. Bosch agite le chiffon rouge de la délocalisation. Pour éviter de perdre leurs emplois, les salariés de l'entreprise acceptent de travailler 36 heures au lieu de 35. La Constitution ne se prononce pas sur les délocalisations. Il est vrai que les entreprises n'ont pas attendu le traité pour transférer leur activité vers l'Est. Elles ont commencé au début des années 90, attirées par un faible coût de main-d'œuvre et une fiscalité avantageuse. Exemple actuel, en Estonie, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, alors qu'en France, le taux d'imposition est à 36%. La Constitution ne met pas fin à cette distorsion de concurrence. Pour qu'il y ait harmonisation sociale et fiscale, il faudrait l'unanimité des 25 pays de l'Union. Les partisans du oui parient sur la mise à niveau progressive des anciens pays de l'Est, comme ce fut le cas pour l'Espagne et le Portugal. Bercy ajoute, si 30 000 emplois ont été délocalisés vers l'Est entre 1995 et 2001, le nouveau marché a aussi permis de créer 150 000 emplois. Un chiffre contesté par les tenants du non. Selon eux, la mise en concurrence des systèmes sociaux et fiscaux ne peut qu'entraîner mécaniquement toujours plus de suppression d'emplois à l'ouest. Mais les délocalisations se pratiquent aussi hors d'Europe. Là encore, l'Union européenne n'interdit pas à une entreprise de s'implanter en Inde ou en Chine. Croyez-vous au vendredi 13, c'est aujourd'hui, et si vous êtes joueur, vous êtes sans doute plus nombreux à vous lancer dans les jeux de hasard et d'argent ou à miser davantage. Imaginez que depuis la création du loto, il y a près de 30 ans, les Français ont doublé leur mise. Ce jour porte-bonheur. Stéphanie Davouagno, Philippe Quéroux. En présence de M. Rousselier, président de la loterie, M. Busquère, préfet de police, va remettre lui-même les précieuses liasses aux heureux gagnants. Avant-guerre, on espérait le billet gagnant à la loterie nationale. En 1976, on guettait les boules du premier tirage du loto. Aujourd'hui, on gratte. Les jeux changent, pas les rêves. J'espère m'arrêter de travailler. La motivation de prendre ma retraite à 27 ans. Voilà. Acheter ce qu'on a envie, une belle maison, une belle voiture, une belle vie, quoi. Jamais il n'y a eu autant de tentations, autant de jeux en vente. De quoi entretenir l'envie en permanence chez les joueurs. Actuellement, chaque Français perd en moyenne 130 € par an aux jeux de hasard, soit 1% de son budget. Et plus les ménages sont modestes, plus ils jouent. Un joueur sur 3 environ est ouvrier ou employé, ce qui est bien au-dessus de la composition moyenne de la population française. Et les chômeurs, les inactifs jouent également beaucoup. Ces mathématiques, en moyenne, on est toujours perdant. Pourtant, certains ont leur stratégie et recensent scrupuleusement les numéros qui sortent le plus souvent. Mais pour gagner plus et ne pas partager le gros lot, il vaut mieux éviter les petits numéros, ceux des dates de naissance. Et tout le monde est né entre janvier et décembre, donc entre le 1 et le 12 en termes de mois. Donc il y a une concentration du jeu sur ces plus petits numéros. Donc un conseil, ne faites pas comme tout le monde. Aujourd'hui, vendredi, ne jouez pas le 13. L'affaire Barthez avec une sanction alourdie, une suspension ferme jusqu'au 15 octobre au minimum, ce qui prive les Bleus du gardien de l'OM. Barthez ne pourra disputer aucun des 4 derniers matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Barthez qui pourra retoucher le ballon mi-octobre s'il fait des activités d'intérêt général. Autrement, rendez-vous pas avant la fin de l'année. Emmanuel Tissier. Fabien Barthez reste joueur. Le gardien de l'OM était à l'entraînement ce matin, souriant, gambadant, comme si de rien n'était, ou presque. Pourtant, la commission d'appel aggrave sa suspension. Ce sera 5 mois et demi minimum. Barthez manquera les 4 matchs décisifs des Bleus à l'automne. Pas question pour autant de partir à la retraite. Du mois d'octobre jusqu'au mois de juin prochain, entre la Coupe du Monde, il y a pas mal de temps. Et comme je suis toujours aussi motivé pour jouer au haut niveau, donc je sais que je reviendrai plus fort à ce moment-là. C'est ma passion et j'ai pas envie de l'arrêter. Car Barthez ne veut pas sortir en laissant cette image de condamné. La sanction brute, 8 mois ferme jusqu'au 31 décembre, il n'en veut pas. Il va se saisir de la seconde option que lui offrent les juges. 5 mois et demi, soit mi-octobre, avec 10 activités d'intérêt général au service du foot amateur. Dans une action qui peut être une action de sensibilisation à l'arbitrage, d'encadrement d'une école de gardiens de but, d'une action sociale dans un quartier difficile, d'une action caritative, peu importe.
En tout, le crachat du 12 février va coûter une vingtaine de matchs à Barthez. Les arbitres se félicitent de cette sanction sévère, mais aussi de son aspect pédagogique. On a ouvert la porte au joueur Fabien Barthez en lui disant, voilà, si le joueur Fabien Barthez fait ça, sa peine sera diminuée de 3 mois. Je trouve que c'est une décision intelligente. La colère des arbitres et celle du ministre des Sports ont eu raison de la clémence du premier jugement. Mais un rebondissement n'est pas exclu. Les défenseurs de Barthez envisagent de porter l'affaire devant d'autres tribunaux. Pas de foire de Paris sans le concours Lépine, avec ses inventeurs, ses géotrouve-tout qui présentent leurs trouvailles, utiles ou inutiles, leur en dit Olivier Robert. La plupart sont des amateurs, mais pour eux, ce métier d'inventeur, c'est du sérieux. Lui, il aurait quand même pu faire carrière dans la magie. Vous rangez votre carte dans un compartiment ici. Vous ouvrez, vous mettez le ticket ici dedans, vous fermez. Et à bracadabra, le ticket est rangé. Le procédé n'a rien de révolutionnaire, il date de 1934. C'est dans l'amélioration du système que réside l'invention. Comment vous est venue cette idée? À 5 h du matin, me réveillant. Parce que la nuit, on pense mieux, alors bon, j'ai pensé. Non, parce que je trouvais que c'était bien, mais j'ai essayé de trouver quelque chose de mieux. Une autre magicienne. Son outil, c'est une équerre, celle de droite. Mais attention, elle est doublée en papier millimétré. Un trait, 2 traits et à bracadabra, on obtient 2 parallèles parfaites. Deuxième détail, la graduation commence sur le bord de l'outil. C'est beaucoup plus pratique pour dessiner. En fait, j'étais étudiante en archi et je craquais avec les outils standards avec le zéro décalé. Ayant tellement craqué, finalement, j'ai pensé à cette idée en mettant du papier millimétrique et le zéro exactement dans le coin pour travailler. Plus de 500 inventions sont candidates à la prestigieuse médaille d'or du concours. Ici, c'est un parapluie. Si. Il est juste carré et non pas rond. Il paraît que c'est plus simple et surtout plus pratique. Il n'y a pas de couture. Le mécanisme est complètement sans effort. Ça permet d'enlever la toile pour la changer. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le créateur du concours, le préfet Lépine, était lui-même un inventeur. On lui doit par exemple le bâton blanc des agents de police. Eh bien, monsieur Lépine, ne vous inquiétez pas, la relève est assurée. Les journées de Courson, traditionnelle journée pour les passionnés de plantes avec près de 250 exposants. On peut acheter ou simplement regarder. Yann Jiquel, Daniel Lévy. Il n'y a pas que sur les marches de Cannes que les belles plantes grimpent. Aux journées de Courson, vous l'ignorez peut-être, mais sans aucun doute, la star de ce printemps 2005. C'est l'année de la clématite, parce que j'ai vu toutes mes clématites venir superbes, plus belles les unes les autres. Le jardin, c'est le bonheur, c'est la façon d'être tous ensemble. Vous ne voyez personne avec un visage fâché, tout le monde a un visage heureux, tout le monde a sa petite plante qu'il emporte avec bonheur. Et le jardin est sans cesse en mouvement. Il a même son observatoire, ses alchimistes et ses équilibristes. Je mets en scène des plantes, mais je m'en sers vraiment par rapport à leur couleur, par rapport à leurs caractéristiques structurelles, comme si c'était un matériau comme le bois, sauf que c'est un matériau vivant, donc c'est extraordinaire de travailler avec les plantes. Ici, le jardin est un royaume hors du temps, dont la reine indétrônable est la rose, et plus encore, la rose ancienne. Cette rose est une rose historique, puisque c'est la première rose hybride de thé, qui a été créée par la famille Guillot en 1867. C'est la source de toutes les roses modernes. Aujourd'hui, à Courson, il y avait même aussi une vraie star pour la naissance d'une toute nouvelle rose, baptisée Alain Souchon. Moi, je suis fier. Je suis très fier. Il y avait un de mes amis qui disait, qui m'a dit, je lui ai dit, tu vois, il y a une rose qui va porter mon nom. Il m'a dit, c'est quand même autre chose que d'être chevalier des arts et lettres, ça. Et qu'est-ce qu'il a écrit, Alain Souchon ? Hommage appuyé à Eddie Barclay qui s'est éteint ce matin à l'âge de 84 ans. Au-delà des clichés, Eddie Barclay a véritablement révolutionné le monde des variétés. C'est lui qui le premier a cru aux 45 tours. C'est lui aussi qui a eu le flair de découvrir tant d'artistes, Brel, Dalida, Ferré, Aznavour ou d'autres. Il était pianiste lui-même, avait créé sa propre maison de disques. Elle portera longtemps son nom. Amateur de jazz, il aimait la musique, les femmes et la fête. Une figure de légende, Michel Monpontet. C'est vrai, c'est une image qui ne lui ressemble pas. Eddie Barclay semblait en effet n'être jamais seul,
Et puis il avait toujours un sourire des gens qui partent faire la fête. Lui, c'était la vie en blanc, 50 ans durant. Comme des anges en enfer, jusqu'au bout de la nuit, ses amis. Barclay aimait l'amitié furieusement, comme on pratique une religion, sans modération. À Saint-Tropez, la nuit était blanche, comme tout le reste. Sauf peut-être les truffes. Et puis, à l'heure de faire la fête, il n'oubliait jamais personne. Ma voiture vient te chercher ce soir, il y a la grande fête blanche, tu viens en blanc. Et dit, j'ai rien. Je suis en jean et j'ai un pull et je n'ai rien. Tu viens à l'hôtel et je vais te préparer quelque chose. Il avait préparé un pantalon blanc à lui et une chemise blanche. Blanc, c'est aussi la couleur du mariage, ça tombe bien. Eddie adorait tellement ça qu'il se maria 9 fois. Elles étaient toujours brunes, très jeunes et très jolies. Mais devant ses amis, il finissait toujours par en trouver une à qui il allait dire oui. Mademoiselle Caroline Joël Giganti. Oui. C'est quelqu'un, évidemment, qui a fait beaucoup d'excès, quoi. Ça allait aussi avec son style de vie, évidemment. Et jusqu'au bout, son docteur m'a dit qu'encore hier, il a trempé ses lèvres dans une bonne bouteille de Bordeaux. Les bonnes bouteilles de Bordeaux étaient pourtant rares dans le café parental. Mais il en eut très vite marre de servir au comptoir des petits noirs, d'où son goût du blanc. Alors il eut le disque, les livraisons à bicyclette, 60 km par jour, par tout temps. Mais Eddie avait du flair et le succès vint vite. On entendait beaucoup de musique dans la maison de disques, alors que maintenant on entend beaucoup de machines à calculer. Dites-moi, j'ai un déjeuner Léo Ferré jeudi. Barclay était parfait dans ce rôle d'ami producteur et de producteur ami. Ami des stars, bien sûr, qu'il découvrait. Ferré, Brel, Mitchell, Dalida, Nougaro, c'est lui, même si c'est aussi beaucoup eux. Sa dernière compagne était la première blonde, peut-être pour conjurer le sort du temps qui passe. Le Festival de Cannes avec en projection ce soir dans la course à la Palme d'Or le film Last Days du réalisateur américain Gus Van Sant. Un très beau film qui sort dès aujourd'hui en salle. L'évocation des derniers jours du chanteur du groupe Nirvana avant son suicide. Pascal Deschamps, Éric Delagneau. Aujourd'hui, c'est le visage d'Ange et le destin tragique d'un absent qui ont hanté la croisette. Kurt Cobain, chanteur mythique de Nirvana, qui s'est donné la mort il y a 11 ans, en pleine gloire, dans cette maison isolée, emportant son mystère. C'est ce mystère que le film explore, imaginant pour nous les tout derniers jours d'un jeune homme qui, peu à peu, se retire du monde. Ce qui m'intéressait, c'était le caractère très ordinaire de ces derniers jours, même si c'était une rockstar. Et j'ai imaginé que c'était juste quelqu'un qui quittait ce monde. Le film montre ainsi comment on renonce à la réalité, comment on perd le lien, le contact avec les autres, et ce, quelle que soit la main qu'ils vous tendent. You have to come now. You can go. You can get out of here. No one's here. You can go. Pour incarner Kurt, Gus Van Sant a déniché une perle rare, Michael Pitt, jeune acteur new-yorkais qui a cherché à rendre le personnage universel. Je pense que tout le monde peut se sentir un jour étranger, incompris. Je le vois presque comme un enfant dont les attentes étaient très élevées et qui a été déçu. Avec Elephant, Palme d'Or il y a 2 ans, Gus Van Sant filmait les dernières heures de lycéens victimes d'une fusillade sanglante. Avec Last Days, il nous invite une nouvelle fois à l'un de ces voyages délicats dont il a le secret. Et à Cannes, une salle pas comme les autres, un public enchanté qui a découvert le nouveau Kirikou avant même les journalistes. C'est à ces enfants de 8-12 ans qu'était destinée la projection de ce film d'animation Kirikou et les bêtes sauvages avant un goûter cocktail. Marc Jojoin, Rémi Poissonnier. On aura vu des montées de marche plus ordonnées. 1800 enfants de 8 à 10 ans en jean et basket sur le tapis rouge, du jamais vu au Festival de Cannes. L'objectif de cette première séance des enfants, éveiller leur curiosité et leur goût pour le cinéma. Ils ont été reçus comme des stars par Gilles Jacob, président très attendri. Dans le Grand Théâtre Lumière, temple de la compétition pour la Palme d'Or, on se remet de ses émotions. La montée des marches, ce n'est pas comme on la voit à la télé.
C'est tout bizarre, mais j'ai beaucoup aimé. C'est impressionnant. C'est grand et tout. Sur l'écran, un minuscule africain devenu célèbre dans le monde entier, Kirikou. Pour introduire la leçon de cinéma qui va suivre, donnée par son créateur Michel Oslo. Vous avez vu le nombre de langues que Kirikou parle, ça s'appelle un succès international. Et ça, c'est les premières images de Kirikou. Secret de création, ça peut donner des idées pour plus tard. Je travaille, c'est-à-dire que je dois faire un dessin très strict pour chacun des 100 personnages du film. Enfin, en avant-première mondiale, les 20 premières minutes tant attendues de la suite des aventures de Kirikou, devenu le messager du droit des enfants dans le monde. Je comprends pas pourquoi il y a la sorcière, normalement, Kirikou il a délivré du sortilège et puis là, elle est revenue. 20 minutes de l'histoire, il y a de quoi rester sur sa faim. La suite sera pour décembre prochain. En attendant, l'aventure s'est terminée par un gigantesque goûter sur la plage publique, la privée, celle des stars, ce sera pour plus tard. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet, suivie du point route de Valérie Maurice. 20h55, boulevard du Palais. 0h05, le dernier journal, présenté par Eve Mettet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.